En Angleterre, une nouvelle de dernière minute. Cela devrait être à moi. Le chuchotement histrionique de la reine consorte Camilla lors du banquet prémémorial pour la défunte reine Élisabeth II n'était pas simplement de l'ambition. C'était un défi éhonté proféré au cœur même d'un moment sacré. Lorsque la princesse Anne est apparue portant la broche du nœud d'amoureux, toute la salle s'est tue dans le respect. Pourtant, à cet instant précis, Camilla et sa fille Laura Lopez ont jeté des regards acérés, complotant de renverser la vérité. Ce qui aurait dû être un geste de souvenir s'est transformé en un complot de possession, transformant un héritage précieux en une arme de pouvoir. Sous les lumières, les yeux de la princesse Anne étaient glacés. Son silence n'était pas né de la patience, mais comme une lame cachée dans son fourreau, prête à laisser la vérité percer d'une manière que personne ne pouvait prédire. Camilla et Laura, enveloppées d'élégance, étaient en réalité des prédatrices suffisamment impitoyables pour piétiner toutes les valeurs sur leur chemin afin de construire une fausse vérité. Et puis vint Zara Tindall, la fille d'Anne, s'avançant sans prévenir, tranchant dans le spectacle cruel et envoyant des ondes de choc dans toute la salle. Alors, que s'est-il réellement passé lors de ce banquet prémémorial pour la défunte reine ? Le public verra-t-il clair dans les manigances impitoyables de Camilla et de sa fille ? Ou se laissera-t-il emporter par une performance sombrement orchestrée conçue pour réécrire la mémoire même de la monarchie ? L'abbaye de Westminster, cet emblème durable de la Grande-Bretagne, était enveloppée d'un calme solennel mais profondément émotionnel aujourd'hui lors d'un gala prémémorial, un événement marquant l'approche de la commémoration officielle de la reine Élisabeth II. La lumière chaude et dorée de milliers de bougies scintillait sur les anciens murs de granit, projetant une aura de respect sacré comme si la présence de la reine persistait encore dans les ombres sacrées. Les bancs étaient remplis de visages familiers, de dirigeants mondiaux, de membres de la famille royale et de délégués de tout le Commonwealth. L'air était lourd de tristesse et les accords profonds et résonnants de l'orgue roulaient à travers les voûtes, imprimant le poids de la perte dans chaque âme présente. À travers l'allée principale, la princesse Anne s'avança, sa posture droite et autoritaire, rappelant une reine aguerrie au combat. Ses cheveux étaient tirés en un chignon soigné et brillant, son visage, composé avec une résolution inébranlable, portait toujours le chagrin indéniable dans ses yeux. Vêtue d'une tenue noire discrète mais élégante, elle attira tous les regards dès son apparition, en particulier vers la broche étincelante du nœud d'amoureux de la reine Mary fixée sur son revers. Plus qu'un simple ornement, la broche était un lien vivant avec sa défunte mère. Portée par la reine Élisabeth II lors de nombreuses de ses occasions les plus importantes, elle symbolisait la loyauté durable, l'amour inébranlable et la lignée indestructible de la couronne. Le diamant scintillait sous la lumière des bougies, brillant comme des fragments de souvenirs précieux. Instantanément, les médias se sont mis en mouvement. Les caméras de télévision ont zoomé et les médias sociaux se sont enflammés de commentaires. La princesse Anne porte la broche du nœud d'amoureux, symbole d'une dévotion inébranlable. Les analystes de la BBC et de Sky News se sont précipités pour interpréter le geste. Une déclaration subtile mais puissante. L'un d'eux a remarqué « Anne réaffirme son rôle de fille la plus loyale de la reine. Pour une nation toujours en deuil, l'image apportait du réconfort. » Pourtant, sous ce respect public, des tensions invisibles ont commencé à se manifester. Dans les coulisses, dans une salle verte faiblement éclairée, loin de la grandeur de l'abbaye, la reine Camilla était assise devant un grand écran, observant chaque image à travers des caméras internes. Ses yeux, aiguisés, froids et calculateurs, trahissaient une obsession dévorante. À côté d'elle se trouvait sa fille, Laura Lopes, élégante et rusée, son comportement débordant d'une stratégie tranquille. La pièce vibrait d'une tension non exprimée, brisée uniquement par le tic-tac rythmique d'une horloge. Le regard de Camilla s'attarda sur l'image de la broche, attiré par son éclat scintillant. Ses doigts se crispèrent sur l'accoudoir de la chaise alors qu'elle murmurait, la voix lourde d'une intention envieuse. « Cela devrait être à moi, cela l'a toujours été !» Les lèvres de Laura se retroussèrent en un sourire narquois, connaisseur et espiègle.
Elle se pencha plus près et murmura « Mère, ce soir, nous ne la volerons pas. Nous ferons croire au monde entier qu'elle a toujours été à vous. Nous réécrirons l'histoire elle-même. » Camilla hocha lentement la tête, son ambition vibrant comme un feu de forêt sous son extérieur calme. Pendant des années, le fantôme de la princesse Diana l'avait hantée, empêchant le public de l'accepter pleinement. Mais si elle pouvait revendiquer la broche du nœud d'amoureux de la reine Mary comme la sienne, cela déclencherait un nouveau récit qui consoliderait enfin son image de reine consort légitime. Pourtant, ce qu'elle ne voyait pas, c'est que sa soif de reconnaissance allait déclencher une tempête de trahison et de vérité. Une collision impitoyable entre la cupidité et la loyauté qui briserait les réputations et mettrait à l'épreuve l'héritage de la couronne elle-même. Camilla n'était pas une femme naïve, c'était une survivante aguerrie au combat qui avait enduré des années d'examen public pour assurer sa place sur le trône. Elle comprenait parfaitement que la princesse Anne possédait légalement la broche du nœud d'amoureux, selon le testament personnel explicite de la reine Élisabeth II, rédigé au cours de ces dernières années. Ce document était bien plus que de l'encre et du parchemin. C'était le dernier acte de confiance de la reine envers sa fille dévouée. Pourtant, Camilla savait également que le public faisait rarement la distinction entre l'héritage personnel et le symbole de la couronne. À une époque où la désinformation pouvait dépasser la vérité, la réalité elle-même pouvait être remodelée avec une poignée de publications en ligne et un récit bien orchestré. Et personne ne maniait ce pouvoir plus habilement que sa fille, Laura Lopes. Née de son premier mariage avec Andrew Parker B.S., Laura était intelligente, instruite et connaissait bien les médias. Une stratège invisible formée pour protéger les ambitions de sa mère, Laura avait passé des mois, peut-être plus, à concevoir un plan aussi précis qu'une partie d'échecs de grand maître. Chaque pièce, chaque mouvement, chaque imprévu était méticuleusement planifié. Dans son bureau privé à Kensington Palace, sous des lumières fluorescentes crues se reflétant sur des murs d'un blanc d'austère, elle a présenté sa stratégie avec un calme précis comme un directeur de campagne dévoilant une feuille de route politique. Camilla était assise en face d'elle, les doigts enroulés autour d'une tasse de thé fumante, les yeux brillants de convoitise et d'anticipation. « Maman, commença Laura fermement, sa voix basse et délibérée, nous ne pouvons pas laisser Anne garder cette broche, elle doit devenir ton emblème, un emblème d'unité et de continuité. Et voici comment nous rendons cette histoire réelle. » La première étape impliquait de fausses preuves, une manipulation subtile mais dévastatrice des archives historiques. Laura avait engagé un cercle clandestin de rédacteurs d'archives, des experts qui vivent au plus profond du dark web et qui sont souvent employés par des intérêts puissants. Moyennant un paiement dépassant 100 000 bahts, ils ont produit une version contrefaite d'un article du Times des années 1990, y insérant discrètement des lignes fabriquées de toutes pièces. La reine a un jour envisagé de présenter la broche du nœud d'amoureux à Camilla en signe de réconciliation avec le public à la suite des troubles entourant le mariage de Charles. La contrefaçon était d'un réalisme effrayant. Police vieillie, impression délavée, jaunissement artificiel suggérant des décennies d'usure. Laura afficha la réplique avec fierté, sa voix calme et confiante. Quand cela fera surface par le biais de nos contacts, personne ne le remettra en question. Cela ressemblera à l'histoire elle-même. Camilla prit la page avec des mains tremblantes, son murmure tremblant d'une excitation avide. « Parfait, ma chérie, ils croiront tous que j'étais censé la voir. » La deuxième phase nécessitait de faux témoins, des preuves vivantes pour ancrer l'illusion. Laura a retrouvé Edward Hargreaves, un serviteur du palais à la retraite qui avait passé 40 ans à Buckingham Palace, mais qui vivait maintenant tranquillement à la périphérie de Londres, se débattant avec une petite pension. Moyennant une somme discrète de 50 000 qu'il transférée par le biais de canaux offshore, il a accepté de faire une déclaration à la presse. Je me souviens très bien de Sa Majesté mentionnant qu'elle donnerait la broche à Camilla en signe de guérison familiale. Sa voix tremblait alors qu'il signait l'accord de confidentialité dans un café sombre, murmurant « J'ai besoin de l'argent pour mon petit-fils ». Lorsque Laura a transmis le succès, Camilla a souri avec approbation. « Excellent travail, Laura !
Un vieux serviteur loyal, les gens lui feront confiance. Sa fragilité, sa sincérité, cela fera fondre les cœurs. Enfin, Laura a activé son réseau de journalistes complaisants, des contacts au sein de The Sun, du Daily Mail et de plusieurs tabloïds en ligne. Ils ont reçu des articles préécrits, complets avec des photos, des citations et des documents fabriqués de toutes pièces, tous en attente du bon signal. Les gros titres étaient audacieux et calculés. Camilla, la véritable héritière du nœud d'amoureux, le souhait caché de la reine révélée. Depuis son ordinateur portable crypté, Laura a envoyé le courriel déclencheur. Tenez-vous prêts pour la diffusion, l'histoire sortira au début du discours commémoratif. Vous serez généreusement dédommagés. Un journaliste a répondu presque instantanément. Compris, oh Laura, nous allons faire en sorte que ça explose. Camilla a écouté toute la présentation, partagée entre l'exaltation et le malaise. Ses yeux brûlaient d'ambition. Pourtant, sous la surface, une lueur de peur s'est enracinée. Elle a serré fermement la main de Laura, sa voix stable mais ombragée d'appréhension. « Nous n'allons pas voler la broche, nous allons laisser le monde nous la remettre. Mais si nous échouons, Laura, cela détruira tout, notre honneur, notre position, la confiance de la couronne. » Laura a rendu la poignée de main, son ton ferme et confiant. « Maman, ce plan est infaillible, chaque risque est sous découvert, personne ne verra clair. » Mais au fond d'elle-même, Camilla ressentait un écho d'une vieille crainte, le souvenir des titres de journaux venimeux, d'être étiquetée comme la méchante. La broche était sa rédemption, sa dernière chance de réécrire la façon dont l'histoire se souviendrait d'elle. Ce qu'elle ne pouvait pas voir cependant, c'est que chacun de ses pas était déjà surveillé par des yeux loyaux, patients et déterminés, attendant le moment idéal pour exposer la tromperie qui, selon elle, couronnerait sa vérité. Le château de Windsor, une forteresse séculaire entourée de jardins verdoyants à la périphérie de Londres, était normalement un sanctuaire de réflexion tranquille et de conseil royal. Mais aujourd'hui, dans une petite chambre aux murs en chêne lambrissés avec des murs en bois étincelants, la tension était palpable. Zara Tindall, la fille de la princesse Anne, était assise seule à la longue table, tournant soigneusement les pages du programme commémoratif de la reine Élisabeth II. Sa mère étant préoccupée par ses fonctions royales, Anne avait confié à Zara, son enfant le plus fiable, la vérification de chaque détail. Cavalière olympique, Zara n'était pas étrangère à la précision. Elle savait que même le plus petit défaut pouvait mener à la catastrophe. La lumière dorée de l'après-midi traversait les vitraux, dispersant des fragments de couleur sur son visage, mais lorsque Zara a atteint la dernière page, son expression s'est durcie d'incrédulité. L'addendum disait « Exposition Lover's Note Brooch, l'héritage de Camilla ». Son estomac s'est noué, son pouls battant comme le tonnerre. Cette broche était un souvenir profondément personnel, le dernier cadeau de sa grand-mère à sa mère, légué explicitement dans le testament de la reine. Cela n'avait rien à voir avec Camilla. Ce n'était pas une erreur d'écriture, mais une manipulation délibérée, une insulte calculée. Froissant le papier dans sa main, Zara murmura, la voix tremblant de fureur « Comment ose-t-il ? C'est le mémorial de grand-maman, pas leur terrain de jeu pour la tromperie !» Sans hésitation, elle a couru dans les longs couloirs du château, ses talons frappant le marbre avec un rythme féroce. Elle a fait irruption dans le salon privé de sa mère, où la princesse Anne était assise tranquillement près de la fenêtre, un livre reposant sur ses genoux, son expression sereine mais lasse. La pièce était baignée d'une lumière douce mais ombragée par un deuil persistant. « Maman, tu dois voir ça !» s'exclama Zara en lui tendant les papiers. Anne les prit calmement, mais dès que ses yeux rencontrèrent les mots offensants, son calme se brisa. Ses traits se sont crispés, le chagrin contenu dans son regard s'est transformé en une indignation fulgurante. Elle a serré le document, sa voix tremblant d'une rage contenue. « Je n'ai jamais approuvé ça. C'est une Atathia pure et simple. Ils essayaient de réécrire l'histoire, de voler la dernière relique de ma mère, la broche qui symbolisait sa confiance et son dévouement. » Ses mots ont faibli, le chagrin se répandant à travers les fissures de sa force. Zara sentait la piqûre de la douleur de sa mère au plus profond de sa poitrine. Elle s'agenouilla à côté d'Anne, la tenant fermement. « Maman, si nous n'avons pas de preuves, personne ne nous croira. Ils vont transformer ça en une histoire sur l'honneur du souhait de grand-maman. »
Le public voit ce qu'on lui dit de voir. Nous devons agir maintenant. Les larmes coulaient sur son visage, non pas de désespoir, mais d'une détermination féroce. Anne essuya ses propres yeux, son ton se faisant plus tranchant et résolu. Tu as raison, Zara, mais nous n'allons pas transformer le mémorial en une querelle publique. Il s'agit de respect, pas de vengeance. Nous devons être intelligentes, discrètes, mais efficaces. Ces paroles calmes ont renforcé la détermination de Zara. Il ne s'agissait pas seulement d'un héritage, mais d'un héritage de défendre la vérité de l'honneur de leur famille. L'esprit de Zara s'emballait, elle avait besoin d'aide, quelqu'un de discret, de loyal et de débrouillard. Un nom a surgi instantanément, Clara Whitmore, la photographe chevronnée qui documentait la famille royale depuis des années. Clara était connue non seulement pour son talent artistique, mais aussi pour sa discrétion, ses instincts d'investigation étant plus aiguisés que ceux de la plupart des journalistes. Dans son studio londonien, Clara était entourée de murs de photos, d'objectifs et d'enregistreurs, un champ de bataille créatif de souvenirs et de secrets. Zara arriva sans prévenir, l'urgence rayonnant de chacun de ses pas. « Clara, j'ai besoin de ton aide, dit-elle, son ton coupant mais désespéré. Suis Camilla et Laura Lopez. Je suis certaine qu'elles orchestrent un complot pour revendiquer la broche du nœud d'amoureux. J'ai besoin de preuves. Photos, vidéos, n'importe quoi de solide. Si elles sont autant d'un piège, nous l'exposerons au mémorial. » Clara la regarda avec un mélange d'inquiétude et de loyauté, le poids de ces années passées avec les membres de la famille royale visible dans ses yeux. « Tu peux compter sur moi, Zara, je dois tout à ta mère. Je ne laisserai pas la cupidité salir la mémoire de la reine. » Elle serra la main de Zara, sa voix ferme et convaincue. « Ce n'est pas du travail, c'est un devoir. » À partir de ce moment, Clara se déplaça comme un fantôme dans la sphère royale. Déguisée en journaliste indépendante, elle dissimula son appareil photo dans un sac à main et un enregistreur à l'intérieur de son manteau. Elle se faufila dans des réunions restreintes à Kensington Palace, où Laura chuchotait avec les organisateurs d'événements, prenant des photos et capturant des conversations feutrées. Chaque nuit, Clara envoyait des mises à jour cryptées à Zara, son pouls s'accélérant à chaque découverte. De retour à Windsor, Zara arpentait le sol, les yeux rivés sur son téléphone à chaque bourdonnement et chaque signal. Chaque message pouvait apporter le salut ou la dévastation. Sa plus grande crainte n'était pas l'échec, mais l'humiliation, le nom de sa mère traîné dans la boue, l'héritage de sa grand-mère souillée. Mais cette crainte s'est transformée en feu. La détermination de Zara devint inébranlable. Il s'agissait de plus qu'une querelle familiale, c'était une guerre silencieuse de la vérité contre la tromperie, et elle était prête à la mener jusqu'au bout. Juste un jour avant le mémorial, alors que Londres était enveloppé d'un brouillard dense et glacial, Zara Tindall a reçu un message crypté de Clara Whitmore, la photographe de confiance de la famille. Le texte était bref mais électrisant. « J'ai la preuve du plan de Camilla et Laura. Rendez-vous à l'ancien café, 20h. » L'adrénaline a déferlé dans les veines de Zara, son pouls tambourinant comme avant un saut olympique, la sueur humidifiant ses paumes malgré l'air froid. Clara, aguerrie par des années à suivre le circuit royal, avait passé la semaine précédente sous couverture, se faisant passer pour un membre du personnel à Kensington Palace afin d'infiltrer des réunions à huis clos, dissimulant un petit appareil photo dans son sac à main. Elle avait surpris Laura en train de remettre une épaisse enveloppe d'argent liquide à un organisateur d'événements sous un lampadaire vacillant. Le murmure de l'homme et « Merci, Miss Lopez » était clair, sa main glissant l'enveloppe dans son manteau. La réponse de Zara est venue instantanément. « J'y serai, apporte tout !» Elle savait que c'était leur seule chance d'exposer la tromperie avant que la diffusion n'atteigne des millions de personnes. Un faux pas pourrait ternir la réputation de la princesse Anne à jamais. Cette nuit-là, alors que la ville dormait sous la brume et le clair de lune, Clara et Zara se sont rencontrés dans un café de banlieue oublié où les enseignes au néon clignotaient à travers les vitres embuées. L'odeur de café brûlé et de vieilles cigarettes les a enveloppés de secrets. Sur la table en chêne marqué, sous la lueur jaunâtre d'une lampe suspendue, Clara a étalé ses preuves. Des photos haute résolution de l'échange d'argent liquide de Laura prise derrière une benne à ordures
après 2 heures sous une pluie glaciale. L'accord de paiement pour le faux témoin Edward Hargreaves récupéré dans une poubelle à l'extérieur d'une salle de réunion. Et une image volée d'un projet de programme commémoratif étiqueté Camilla Lovers Note, récipient volé en passant alors que Clara faisait semblant d'ajuster l'éclairage. Les mains de Zara tremblaient alors qu'elle examinait les preuves, la fureur traversant son visage. « Ils achètent tout le monde », siffla-t-elle. Du personnel aux journalistes. Ils pensent pouvoir transformer l'héritage de grand-maman en propagande. Clara se pencha en avant, sa voix stable mais chargée. Il y a plus, j'ai placé un enregistreur dans mon sac lors d'un événement de presse de clarage. J'ai enregistré Laura sur bande en train de demander à un journaliste « Publiez-le au moment où ma mère parle », intitulez-le « Le souhait de la reine pour Camilla ». Le son de la froide précision de Laura a rempli le café, faisant geler le sang de Zara. Elle expira brusquement, luttant pour reprendre le contrôle. Le timing, se rappela-t-elle, avait toujours été sa force. Une seconde mal jugée pourrait tout gâcher. Fixant Clara avec des yeux inébranlables, Zara dit « S'ils rendent cela public pendant le mémorial, la vérité se noiera dans leurs mensonges. Nous devons les exposer au moment même où cela se produit. » Clara hésita, puis sourit avec une confiance audacieuse. « Je peux accéder aux écrans d'affichage de l'abbaye. Un vieil ami technicien me doit une faveur. Sur ton signal, je projetterai les preuves pour que tout le monde puisse les voir. Mais si nous sommes prises, ce ne sera pas seulement un scandale. Ils pourraient nous arrêter pour avoir perturbé un événement royal. » Zara tendit la main vers celle de Clara, sa prise tremblant mais déterminée. « Alors nous prenons le risque pour grand-maman, pour maman, pour la vérité. Personne ne vole sa mémoire. » Cette nuit-là, de retour chez elle, Zara resta éveillée sous le pâle voile du clair de lune. Son esprit repassait chaque résultat possible, la foule haletante, les écrans géants s'embrassent d'images de trahison, le sang-froid de Camilla et Laura se brisant sous le poids de l'exposition. Pendant un bref instant, elle sourit à la vision de la justice rendue, seulement pour que le doute s'insinue comme le brouillard froid à l'extérieur. « Si nous échouons, pensa-t-elle, tout s'effondre, l'honneur de maman, le nom de grand-maman. » Mais la peur ne fit que renforcer sa détermination, c'était l'acte final, la collision de la loyauté et de l'ambition, et Zara était prête à l'affronter de front. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Le mémorial de la reine Élisabeth II à l'abbaye de Westminster, marquant non seulement une journée de deuil national, mais un moment décisif dans l'histoire de la monarchie. Londres s'est réveillée sous un ciel gris ardoise, une fine brume dérivant comme le chagrin persistant du royaume. À l'intérieur de l'abbaye, ce monument millénaire à la foi et au pouvoir brillait sous les lustres et une mer de bougies, chaque flamme approfondissant le sentiment d'attente sacrée. L'atmosphère vibrait d'une tension contenue. Des chefs d'État, des membres de la famille royale et des dignitaires de tous les coins du Commonwealth remplissaient les bancs. Leur visage, un mélange de chagrin solennel et de curiosité vigilante. Les caméras de la BBC et de CNN balayaient la nef, diffusant chaque geste à des milliards de personnes dans le monde entier. À l'extérieur, des foules se sont rassemblées sous la bruine, murmurant des prières sous des parapluies. Pourtant, sous le respect de surface, des forces invisibles s'affrontaient, une bataille pour l'héritage de la défunte reine, se déroulant derrière des sourires composés. La princesse Anne était assise au premier rang parmi les membres de la famille royale, le dos droit, le visage calme mais ombragé par le malaise. La broche du nœud d'amoureux de la reine Mary brillait avec défi sur son revers, ses diamants clignotant comme de minuscules lames à la lumière des bougies. Ses mains étaient jointes fermement sur ses genoux, alors qu'elle fouillait la foule du regard, son pouls battant avec le poids de l'avertissement de Zara. De l'autre côté de l'allée, Camilla paraissait sereine, offrant des sourires polis aux invités, mais ses yeux brûlaient d'un calcul discret. Lorsque les discours ont commencé, l'abbaye a semblé se resserrer autour de ses auditeurs. L'écho des orgues s'est estompé, remplacé par le doux claquement des talons sur la pierre. Camilla s'est levée et s'est approchée du podium, drapée dans une robe noire fluide bordée de dentelles, une image de majesté sombre. Sa voix tremblait d'une émotion répétée alors qu'elle saisissait le microphone, des larmes scintillant sous les lumières. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, la reine Élisabeth II, notre mère, mentor et souveraine bien-aimée,
m'a profondément fait confiance. Dans ces dernières heures, elle a partagé avec moi ses espoirs d'unité et de réconciliation. La broche du nœud d'amoureux, son emblème de dévotion, restera avec moi alors que je continuerai à faire briller sa lumière. C'était son souhait que je porte cela de l'avant en guérissant les blessures du passé. Ces mots, soigneusement écrits pour susciter la sympathie, coulaient comme un sermon de rédemption, conçu pour purifier son image et charmer ceux qui étaient encore hantés par les années Diana. Une vague d'applaudissements a suivi. Les dignitaires ont hoché la tête poliment pendant que les journalistes griffonnaient des notes. Pourtant, une tension subtile a piqué à travers la pièce. Anne était assise immobile, ses lèvres pincées, ses yeux brillants comme de l'acier. À l'extérieur de l'abbaye, les médias sociaux ont explosé. Camilla Legacy a déferlé sur les flux de tendances. Certaines publications l'ont louée comme l'héritière légitime de l'esprit de la reine. D'autres ont remis en question la révélation soudaine. L'ambiance à l'intérieur a commencé à basculer, un équilibre fragile se balançant sous une pression invisible. Camilla l'a senti. La montée enivrante de la faveur du public, le triomphe a réchauffé sa poitrine. Puis est venue la prochaine indication. Edward Hargreaves, le témoin âgé, s'est levé en titubant d'un banc arrière. Avec sa barbe argentée et ses mains tremblantes, il s'est approché du microphone, sa voix vacillant dans un chagrin bien répété. « J'ai servi Sa Majesté au palais de Buckingham pendant 4 décennies, dit-il doucement. J'ai entendu une fois qu'elle confiait qu'elle voulait que Camilla ait la broche du nœud d'amoureux pour incarner la réconciliation au sein de la famille. » Son témoignage a traversé la salle comme une étincelle cachée. Laura Lopez, assise près de l'avant, a fait un signe de tête presque imperceptible. En quelques secondes, les téléphones des journalistes se sont allumés lorsque des articles synchronisés ont frappé le web. Camilla couronnée comme l'héritière choisie de la reine, le souhait secret d'Élisabeth révélé, les écrans ont clignoté, les journalistes ont chuchoté et l'abbaye a bourdonné de confusion. Les caméras ont zoomé sur Anne, sa posture rigide, sa mâchoire serrée, la fureur voilée sous la contrainte royale. Sentant la victoire, Camilla a tendu une main gracieuse vers sa belle-sœur, souriant largement aux caméras. « Sœur Anne, proclama-t-elle, son ton bienveillant et autoritaire, laissons cet héritage reposer avec son porteur légitime. Nous sommes une famille et cela honore la volonté de notre mère. » La foule a répondu par des applaudissements hésitants qui ont pris de l'ampleur. Le pouls de Camilla s'est accéléré. Elle pouvait presque sentir le poids du nœud d'amoureux reposant sur sa poitrine, son triomphe complet. Pourtant, même si son sourire s'élargissait, un malaise s'est agité aux limites de sa confiance. Le silence d'Anne lui semblait artificiel, trop délibéré, ses yeux trop fixes et un visage manqué. Zara Tindall. Un éclair de doute a traversé les pensées de Camilla, mais elle l'a écarté. Le plan était parfait, se dit-elle. Rien ne pouvait mal tourner. La terreur de Camilla s'est solidifiée en une panique froide lorsqu'un aide s'est précipité à ses côtés, chuchotant frénétiquement « Madame, Zara a contacté l'équipe technique, ils sont sur le point de projeter quelque chose sur les écrans principaux. » Camilla s'est figée, la couleur s'échappant de son visage. Son sang-froid s'est brisé alors qu'elle sifflait « Arrêtez-les maintenant, coupez le système !» La réponse de l'aide est venue à bout de souffle, sombre. « C'est trop tard, madame. Le flux est verrouillé, quelqu'un l'a outrepassé. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un mouvement s'est agité depuis l'allée latérale. Zara Tindall s'avança, sa posture inébranlable, son expression féroce sous la lumière dorée de l'abbaye. Sa voix résonna à travers la salle caverneuse, amplifiée et implacable. « Arrêtez ça! Arrêtez tout! C'est une tromperie, une conspiration orchestrée par la reine Camilla et sa fille Laura Lopez pour voler l'héritage de ma grand-mère. Elles ont corrompu, falsifié et manipulé pour revendiquer ce qui appartient légitimement à ma mère, la princesse Anne. » Les mots ont atterri comme un coup de tonnerre. L'abbaye Hesiod est tombée dans un silence stupéfait. Des milliers de pères dieux se sont tournés vers elle, les respirations coupées à mi-chemin. Camilla s'est détournée du podium, le visage vidé, les lèvres tremblantes. La lueur triomphale qu'elle portait quelques minutes plus tôt s'est brisée, remplacée par une terreur nue. « Zara, que dis-tu ?
balbutia-t-elle, la voix brisée. C'est un mémorial. Comment oses-tu me calomnier en un jour aussi sacré? Laura Lopez a bondi de son siège, la panique gravée sur son visage. Serrant son téléphone, elle murmura vivement « Maman, c'est Zara. Nous avons été exposés. » Mais son avertissement est arrivé trop tard. Zara a affronté le chaos de front, son regard inébranlable. D'un geste rapide vers la cabine de contrôle, elle a donné le signal. Les écrans imposants derrière l'hôtel, autrefois affichant les portraits sereins de la reine, ont soudainement clignoté, puis ont explosé avec une clarté accablante. Clara Whitmore, cachée dans la salle technique de l'abbaye, a téléchargé l'argent qu'elle avait risqué sa vie à rassembler. Image après image a défilé devant la foule. Laura remettant une enveloppe d'argent sous un lampadaire sombre, le contrat de paiement signé par Edward Hargreaves, courriel interne divulgué estampillé, publié en synchronisation. Vérité par la répétition. Puis vint l'enregistrement, la voix froide et indubitable de Laura ordonnant aux journalistes « Ajoutez le nom de Camilla, poussez-le comme le dernier souhait de la reine. Financement confirmé. » L'impact a été instantané. L'abbaye a éclaté dans une tempête de halètement et d'indignation. Les murmures ont cédé la place aux cris « Fraude! Honte! Rendez-le à Anne !» résonnant à travers les plafonds voûtés. Les dignitaires se sont agités inconfortablement. D'autres se sont levés pour condamner ce qu'ils venaient de voir. À l'extérieur, des milliers de personnes regardant la diffusion se sont jointes au tumulte, leur chant devenant de plus en plus fort à la seconde. Les journalistes ont tourné leur caméra vers Laura qui s'est précipitée vers une sortie, le visage d'un blanc fantomatique. La sécurité l'a interceptée avant qu'elle ne puisse s'enfuir. Camilla, toujours figée au podium, serra sa poitrine, tout son corps tremblant. « C'est faux !» cria-t-elle, sa voix se brisant sous le poids des huées. « Vous détruisez la mémoire de la reine, je suis la reine consort. » Mais ses supplications se sont noyées sous le chaos. En ligne, le récit a basculé en temps réel. Les hashtags #CamillaScandal et Justice for Anne ont grimpé au sommet des tendances mondiales alors que les preuves se répandaient comme une traînée de poudre. Puis, à travers le tumulte, une seule voix autoritaire a percé. Sir Reginald Hawthorne, un homme d'État chevronné du Conseil royal, digne avec sa barbe argentée et son attitude d'acier, s'est levé de la section VIP, serrant un dossier scellé. Ses mots ont tonné à travers l'abbaye. « Je parle au nom du Conseil royal. Il n'existe aucun registre, aucun testament, aucun décret royal transférant la broche du nœud d'amoureux à la reine Camilla. Elle reste la possession légale de la princesse Anne, comme indiqué dans le testament de Sa Majesté la reine Elisabeth II, vérifié, attesté et archivé. » Un silence est tombé pendant un moment suspendu avant que l'abbaye n'éclate à nouveau, cette fois en acclamations et en applaudissements. « Justice, justice pour Anne et la reine !» ont rugi les voix de la foule. Le son a déferlé à travers les arches comme le tonnerre. Un rugissement de justification qui a noyé même l'écho des orgues. La princesse Anne s'est levée lentement, les larmes scintillant, mais sa contenance intacte. Elle s'est tournée vers sa fille, la fierté illuminant ses traits. « Tu l'as fait, ma chérie » murmura-t-elle, la voix tremblant d'amour et de soulagement. Zara serra la main de sa mère, les yeux brillants. Et alors que les bougies vacillaient sur le chaos transformé en triomphe, le mémorial s'est transformé en quelque chose de plus grand, un règlement de compte. Dans cet espace sacré où la tromperie avait cherché à réécrire l'histoire, la vérité avait prévalu, flamboyant comme un feu à travers l'ombre. L'héritage de la reine était enfin en sécurité. Dans le sillage turbulent du bouleversement de l'abbaye de Westminster, où l'incrédulité et la fureur résonnaient encore sous ses arcades ennévoûtées, un moment de grâce s'est élevé des décombres, pur et lumineux, comme l'aube perçant à travers les nuages orageux. La princesse Anne, inflexible et résolue, s'est levée du premier banc. Ses larmes scintillaient, mais son regard brillait d'un pouvoir tranquille et imparable, la force de la lignée du devoir de la vérité inflexible. Alors qu'elle parcourait la longue allée centrale, ses talons ont frappé le marbre comme un rythme de tambour régulier de conviction. D'un geste digne, elle a ajusté la broche du nœud d'amoureux de la reine Mary sur son revers, les diamants capturant la lumière des bougies et éblouissant les éclairs comme des constellations s'éveillant à travers un ciel nocturne.
La congrégation s'est levée instinctivement, émue par quelque chose de plus grand qu'une cérémonie, une poignée d'applaudissements a brisé le silence, hésitante au début, puis grandissant, déferlant à travers l'abbaye par vagues, jusqu'à ce que le grand espace tonne d'admiration. Les cris d'Anne, Anne ont éclaté, rejoints par d'autres de l'extérieur des murs, d'anciens domestiques, des dignitaires, des citoyens blottis à l'extérieur sous la bruine. Leurs voix se sont confondues en un seul chant résonnant, le cœur battant d'une nation unifiée dans la justice et la vénération. Anne s'est tournée vers Zara qui se tenait à proximité, le visage rouge, les yeux brillants à la fois de soulagement et de fierté. Sa simple robe noire semblait briller à la lumière des bougies. Anne a pris sa main, sa voix tremblant mais rayonnante d'amour. « Merci Zara, tu as protégé la mémoire de ta grand-mère, tu as honoré son héritage. Tu n'es pas seulement ma fierté, tu es la lumière de notre famille. » Zara a serré les mains de sa mère, ses mots fermes et féroces à travers l'émotion. « Personne ne nous enlèvera jamais la mémoire de grand-maman ni ta force. J'ai promis de te protéger et je tiendrai cette promesse quoi qu'il en coûte. » Leur étreinte est devenue le centre émotionnel de l'abbaye, un portrait vivant de la loyauté transmise d'une génération à l'autre. De l'autre côté de la nef, la reine Camilla et Laura Lopez sont restées paralysées sous le poids du mépris public. Camilla, si récemment rayonnante de triomphe, semblait maintenant creuse, son teint d'un blanc fantomatique, son corps tremblant alors qu'elle pressait une main sur sa poitrine. Le masque confiant avait disparu, la peur et l'humiliation sont restées, brutes et sans protection. Laura, autrefois posée et calculatrice, s'est maintenant flétrie sous le regard incessant de centaines de personnes. Ses hauts cheveux tombaient sur son visage strié de larmes, ses yeux cherchant désespérément une sortie qui n'existait pas. Les murmures se sont transformés en un rugissement de condamnation. « Fraude, honte !» rendez la broche à Anne, sont venus les cris, féroces et implacables. Des agents de sécurité, le visage sans expression, se sont approchés et ont escorté le couple déshonoré vers une sortie latérale. Camilla a trébuché en marchant, ses talons claquant inégalement sur le sol de pierre, chaque pas résonnant comme un jugement. Laura a suivi, tremblant, son sang-froid disparu, les larmes scintillant alors que les cris de la foule les poursuivaient. Traîtresse de la reine. La lourde porte s'est refermée derrière eux, coupant le bruit et ne laissant que le son creux des pas en retrait et le silence oppressant de la ruine. Dans le couloir sombre, Camilla s'est appuyée contre le mur, sa voix craquelée et petite. « Nous avons tout perdu, ma chérie. » Laura n'a pu que baisser la tête, le remords inondant trop tard pour purifier la souillure de la tromperie. De retour à l'intérieur de l'abbaye, le moment s'était transformé. La broche du nœud d'amoureux brillait sur le revers d'Anne, non pas comme un ornement, mais comme un symbole renaissant d'intégrité, de justice et du lien incassable entre la mère, la fille et la reine. Le mémorial destiné à honorer le passé était devenu quelque chose de plus grand, un règlement de compte de la vérité contre la corruption, de la lumière contre la cupidité. Et alors que les orgues gonflaient une fois de plus, résonnant à travers les plafonds voûtés, une vérité restait incontestée que dans les coins les plus sombres de l'ambition, la lumière de la loyauté prévaudra toujours. Que pensez-vous de l'impitoyabilité de Camilla en essayant de voler l'héritage de la reine? Et le courage de Zara est-il suffisant pour restaurer votre foi dans la justice royale? Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Vous apprécierez